Merci. Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux ce soir. Et donc, alors, je sais que j'ai un public de pratiquants d'arts martiaux historiques, d'enseignants d'arts martiaux historiques. Et moi, ce soir, je ne vais pas pouvoir vous parler d'arts martiaux parce que je n'y connais rien du tout. Mais par contre, je sais que vous faites beaucoup de recherches dans des manuscrits anciens, dans des manuels de combat et autres pour trouver vos sources pour enseigner. Et donc, là, nos passions se rejoignent un peu parce que moi, je suis passionnée de vieux manuscrits. Et donc, là où ça peut être intéressant pour vous d'avoir une petite approche du livre médiéval et de la paléographie, c'est d'arriver peut-être à mieux appréhender des documents anciens, parce que quand on tombe sur un livre manuscrit écrit à la main, des fois on se retrouve sur des contenus un peu invitables et voilà, ça peut être pratique d'avoir quelques notions. Et donc moi je ne vais pas faire un exposé exhaustif sur la paléographie parce que c'est un domaine très vaste et complexe, mais juste voilà, parler un peu du livre médiéval parce que c'est l'époque, je pense, principale pour vos sources. Voilà, donc le livre médiéval, et puis parler un peu de paléographie et vous présenter un texte pour voir si on arrive à s'y retrouver entre tous les éléments qu'on aura vus. Alors tout d'abord, premier support pour la paléographie, c'est le papyrus. Au Moyen-Âge, on a beaucoup de papyrus depuis l'Antiquité. Mais donc papyrus, tout bête, c'est le papyrus. On le découpe en tiges une fois qu'on l'a écorcé. Et on va faire des bandelettes qu'on va aligner en les chevauchant un petit peu, dans un sens puis dans l'autre, pour avoir une surface bien plate. On va le presser et le laisser sécher. Et ensuite, on pourra écrire, on aura un support d'écriture. Sauf que le papyrus, ça coûte super cher parce que ça vient d'Égypte, qu'on le fait venir par bateau, ça arrive à Marseille et ensuite c'est dispatché dans toute la Gaule. Et donc c'est assez onéreux. Donc très rapidement, on va passer au parchemin. Et là, parchemin, c'est de la peau de mouton ou de chèvre principalement. On a le parchemin de luxe qui est le vélin et qui est fait avec le vélo, c'est le veau morné. Donc effectivement, c'est une peau beaucoup plus luxueuse, beaucoup plus douce. Une fois qu'on a nos peaux, on enlève d'un côté les poils, on épile le côté poil et on enlève la graisse et la chair qui pourrait rester sur l'autre côté. Et puis on le trempe dans un bain de chaux et on vient le faire sécher comme notre parcheminier là, sur un cadran en bois. Une fois que c'est sec, on a notre feuille de parchemin, on peut découper des feuillets. L'intérêt avec le parchemin, c'est que c'est très souple et que c'est résistant. D'ailleurs, on en fait des instruments à percussion. On en fait aussi des carreaux de fenêtres au Moyen-Âge. Et donc, on en fait aussi donc, souple et résistant. On peut en faire des livres. On peut coudre des livres et les relier. Et donc, du coup, quand on a notre feuille de parchemin, on va donc créer des cahiers si on veut faire un livre, en pliant un certain nombre de fois selon le format voulu. En 2 pour faire des in-folio un peu grands, in quarto, in octavo, in 12, in 16. Plus on plie et plus on aura un petit format de livre. Et donc une fois qu'on se retrouve avec ces cahiers-là, on va les confier aux copistes qui vont s'occuper de les remplir. Alors les copistes, donc, c'est surtout dans les scriptoria, dans les monastères, pendant une grande partie du Moyen-Âge. Et un petit peu plus tard, au XIIe siècle seulement, on va commencer à avoir des ateliers de copie en ville, laïques. Et donc, l'écriture des ouvrages sortira des monastères. Mais donc, c'est principalement j'ai oublié de montrer la slide avec les reliures. Donc, notre copiste, une fois qu'il a rempli son petit cahier, alors on a plusieurs cahiers. Si on a envie de copier très rapidement un ouvrage parce qu'on a une commande, on peut distribuer les cahiers à différents copistes pour que ça aille vite et puis on les assemblera plus tard. Sinon, on peut aussi faire un livre, tout simplement. Et donc, nos cahiers pliés, on vient les coudre sur une lamelle de cuir. Et ensuite, on rajoutera des planches de bois qui seront couvertes de peau pour protéger le contenu du livre. Donc ensuite, le travail du copiste.
Bon, c'est bien connu, il écrit à la plume, ou parfois au calame, le roseau taillé en pointe. Et il fabrique son encre. Et alors là où c'est intéressant pour la paléographie, c'est que selon les encres utilisées, on est plus ou moins, on a un résultat plus ou moins intéressant, parce qu'il faut faire attention à l'acidité de l'encre. Plus l'encre va être acide, plus elle va être corrosive et risquer de percer le parchemin. Alors qu'une encre pas assez acide va avoir tendance à se diluer et on aura un résultat pas très facile à déchiffrer. Le problème des encres corrosives, on le trouve beaucoup. Par exemple, voilà ce que ça donne. Donc, une fois on est un peu embêté pour lire après, voilà. Et donc ça, c'est par exemple les encres métallogaliques qui sont faites à partir de noix de Galles, qu'on trouve sur les chênes, à laquelle on ajoute des sels métalliques, le fer ou le cuivre, et on rajoute un liant qui va être souvent de la gomme d'acacia, de la gomme arabique, la sève d'acacia. Et donc voilà, le problème de ces sèves-là, c'est qu'elles sont un peu trop acides. De ces encres-là, elles sont un peu trop acides. Et sinon, on a donc des encres beaucoup moins problématiques. Ce sont les encres dites au carbone, qui sont constituées de choses calcinées, donc par exemple de la suie, auquel on rajoute encore de la gomme arabique pour avoir un liant. Ça peut être aussi de l'huile ou du blanc d'œuf. Et on trouve aussi des encres qui sont fabriquées à partir de trucs complètement fous comme du sang, de la bière, de la ronce, de l'encre de sèche, tant qu'à faire. Voilà. Donc ensuite, notre copiste, quand il a bien écrit avec une encre correcte, il y a deux grandes principales qualités d'écriture auxquelles on est confronté en paléographie. D'un côté, l'écriture cursive, courante, c'est l'écriture d'un jet. La plume ne se lève pas entre chaque lettre et on écrit rapidement. C'est l'écriture la correspondance, par exemple, et c'est donc une écriture très utilisée pour les chartes, notamment les registres, les actes notariés, etc. Et puis on a la calligraphie, qui est bien connue, kalos qui veut dire beau en grec, donc c'est la belle écriture, et c'est une écriture employée pour des textes prestigieux. C'est pas des textes de tous les jours, parce que de toute façon ça prend du temps. Donc voilà, on voit que le copiste a tracé la réglure, toutes les traces. Ah oui, j'ai choisi une illustration sympa. C'est le roman de la rose. Et donc la réglure qui sert à tracer des traits pour que déjà le copiste écrive droit, pour qu'il puisse avoir le bon nombre de colonnes, parce qu'on essaie quand même de faire quelque chose de propre, parce que c'est destiné à un public prestigieux de l'élite ou bien. Donc quelque chose de bien organisé, pour laisser aussi la place à l'enlumineur qui viendra faire ses lettrines ou ses illustrations marginales. Et donc voilà, on a des lettres qui sont donc calibrées. On voit qu'il n'y a rien qui dépasse en dessous de la ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les astes, donc ça très bien calibré. Et on a aussi l'écriture diplomatique, c'est un mix un peu entre les deux. C'est une écriture qui est régulière mais cursive et qui est plus utilisée pour les actes juridiques. Donc, bon. Ensuite, donc, notre copiste va passer la main à l'enlumineur, qui lui arrive avec ses belles couleurs, sa feuille d'or, sa feuille d'argent, et qui vient s'éclater sur le manuscrit. Donc par exemple, faire des lettrines comme ce pauvre bougre pendu à son père, ou alors laisser libre cours à sa fantaisie et utiliser... du coup, oui, c'est plein de créativité qui s'exprime, quoi. Et on a aussi des fois où l'enlumineur n'a pas fini son travail, comme par exemple ici. C'est intéressant parce que du coup on voit le dessin préparatoire. Il a commencé à mettre quelques couleurs, mais le livre est relié. C'est un livre qui se trouve à la bibliothèque apostolique Vaticane. Donc le livre a été relié, mais soit il n'a pas fini son travail avant ou après, soit on lui a arraché son cahier des mains. Donc du coup c'est deux travaux totalement différents. La copiste oui. Et l'enlumineur. Tout à fait. D'accord. Et c'est vraiment distinct. Chacun a son métier. Ouais. Et du coup, ils se passent ils travaillent sur le même support, donc ça peut être parfois délicat.
Donc voilà, donc vous voyez qu'un manuscrit, c'est énormément de travail. Ça passe entre les mains de plein de gens, c'est voilà, depuis le parcheminier jusqu'à l'enlumineur, le relieur, etc. Et on peut imaginer aussi que pour les ouvrages de grand format, ça coûte extrêmement cher parce que par exemple une grande Bible, ça peut prendre 500 peaux de moutons, donc c'est un troupeau quoi. Donc voilà. On fait attention, les livres sont manipulés avec attention, avec précaution. Et du coup, ça arrive très souvent qu'un vieux manuscrit qui ne sert plus à rien, on va venir le gratter pour réécrire dessus, c'est bien connu, c'est le palimpseste. Donc on va venir gratter la couche d'encre et on va réécrire dessus pour rentabiliser le papier, le travail. On peut aussi recoudre un manuscrit déchiré. On rafistole. Donc, j'en ai trouvé des jolis, authentiques, qui proviennent du Tumblr de Eric Quackel, qui est un historien du livre et qui a des photos géniales. Et donc, on a déchiré une page ici, on la recoud. Ces traits-là, ces trous, c'est caractéristique des coutelures, c'est les petits coups de couteau par mégarde quand on prépare le parchemin. Hop, un petit coup de couteau et pim. Donc voilà, on va venir broder à l'intérieur. Et ça a été fait après ça? Non, c'est médiéval. Enfin, c'est peut-être un tout petit peu plus, enfin, vu que c'est dans les bibliothèques, mais ça reste, c'est pas récent non plus. La couleur du fil, c'est assez impressionnant. C'est beau, hein? Et qu'elle soit conservée. Donc voilà, et du coup, on comprend que comme aujourd'hui à la bibliothèque, on ne vient pas avec son gobelet de café et son croissant. De même, au Moyen-Âge, on râlait beaucoup sur les étudiants, sur les copistes. On n'avait pas le droit de manipuler un livre de n'importe quelle manière. Et d'ailleurs, Richard de Bury, ça a été l'éducateur du futur roi Henri III, c'était un élève d'Oxford au XIVe siècle, parce que l'université a été fondée au XIIIe. Et il a écrit le Philobiblon, qui est une ode à l'amour du livre, dans lequel il râle contre les... Ah, pardon. On a aussi une coutelure, et ça c'est un copiste plus parce qu'il n'y a pas de couleur et qu'à mon avis c'était sur le tracé de sa ligne. Et il s'amusait à faire un petit visage parce que ça l'a dérangé, donc il s'est dit tiens, bim, voilà. Mais du coup, j'en reviens à Richard qui, voilà, je vais vous le lire. Donc ça c'est dans son Philobiblon. Ô bienheureux lecteur, lave-toi les mains et ne prends un livre qu'à cette condition. Tourne les pages doucement, éloigne tes doigts des mots. Un peu plus loin, vous verrez peut-être un jeune écervelé flânant nonchalamment à l'étude, et tandis qu'il est transi par le froid de l'hiver et que, comprimé par la gelée, son nez humide dégoutte, ne pas daigner s'essuyer avec son mouchoir avant d'avoir humecté de sa morve honteuse le livre qui est au-dessous de lui. Il a un ongle de géant parfumé d'une odeur puante avec lequel il marque l'endroit d'un plaisant passage. Il n'est pas honteux de manger du fruit et du fromage sur son livre ouvert et de promener mollement son verre, tantôt sur une page, tantôt sur une autre. Et encore un peu plus loin, il continue. Que le clerc couvert de cendres, tout puant de son pot-au-feu, ait soin de ne pas toucher sans s'être lavé au feuillet des livres, mais que celui qui vit sans tâche ait la garde des livres précieux. Enfin, ça montre un petit peu le statut du livre au Moyen-Âge, c'est vraiment un objet extrêmement précieux. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une idée qu'on dira si on doit toucher un livre sacré, il fallait que nous-mêmes on soit purs, un truc comme ça? Déjà, des livres sacrés, tout le monde n'en touchait pas. C'est pas un objet du quotidien comme nous, on n'en a pas au-dessus de son lit. Et effectivement, je pense qu'il y avait de toute façon beaucoup de dévotion. On a des moines qui embrassaient les pages de certains ouvrages, parce qu'on a retrouvé des traces ADN. Bon. Donc oui, il y avait de la dévotion effectivement envers ces objets. C'était pas des objets anodins. Et donc, on peut passer un peu à la phase plus rentrée dans les textes maintenant, enfin dans l'écriture. Parce que donc, la paléographie, l'écriture a énormément évolué au fil des siècles pour arriver à celle d'aujourd'hui. Et à la fin de l'Antiquité, après la chute de l'Empire romain, on va développer une nouvelle écriture qui va se développer tout doucement et qui va être très diversifiée, qui va s'inspirer de la capitale romaine. Donc sous les Mérovingiens, on aura des écritures calligraphiques majuscules, comme celle que vous voyez, la capitale rustique,
très droite, ça fait vraiment un peu penser à l'écriture romaine, ou l'écriture onciale plus arrondie. Alors c'est très lisible, on n'a pas de problème à déchiffrer, sauf qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. Donc bon, c'est pas forcément hyper évident pour lire, même à l'époque, ils n'étaient pas forcément hyper à l'aise à lire rapidement le texte parce que sans espace c'est un peu plus dur. Et donc outre ces écritures calligraphiques, on a aussi des écritures minuscules, cursives, avec toujours ce problème de manque d'espace. Donc ça, ce sont les exemples que je vous ai montrés. Mais on a énormément d'écritures différentes, d'écritures régionales, puisque un peu dans chaque, vers le 8e siècle, dans chaque monastère, dans de nombreux monastères, on commence un peu à chercher, à tester des écritures et à essayer de développer des écritures la plus intéressante possible, la plus pratique. Donc on a énormément d'écritures. Mais sous Charlemagne, réforme de l'écriture avec la minuscule caroline, donc, qui devient l'écriture officielle de tout l'Empire. Écriture ronde, simple, lisible, on a des espaces entre les mots. Et Charlemagne exige que chaque ouvrage copié devrait être copié en écriture caroline à partir de ce moment-là. Du coup, ça se développe énormément dans tout l'Occident, jusqu'au XIIe siècle, où cette écriture caroline va devenir un petit peu plus anguleuse et laisser place à l'écriture gothique qu'on connaît bien aussi. Donc assez caractéristique avec ses traits très épais et plus fins par moments selon la façon dont on a incliné sa plume. Et c'est une écriture qui a été créée à la base pour gagner de la place, donc pour zigouiller moins de moutons, hein, toujours. Et donc voilà, c'est assez lisible, mais on remarque bien les jambages. On verra un petit peu tout à l'heure tous ces jambages qui sont très, très visibles dans cette écriture. Et donc, comme elle se développe énormément l'écriture gothique en Occident, donc aussi en Espagne, en Italie, dans les Pays-Bas, en Allemagne, on a différentes formes d'écriture gothique. Là, c'est un exemple de quelques-unes, mais avec la fraktur qui est plutôt en Allemagne, la rotunda qui est plutôt en Espagne, en Italie, la cursive très utilisée en France, voilà, bâtarde aussi, 15e siècle. Voilà, c'est vraiment un exemple parce qu'on ne peut pas rentrer en détail, mais c'est pour voir qu'il y a énormément d'écritures différentes. Et puis alors, étrangement, au XVe siècle, on reviendra à la caroline qu'on avait abandonnée juste avant, parce que les humanistes italiens donc du XVe siècle vont la récupérer, parce qu'elle était quand même très lisible, très, très pratique, et qu'elle faisait gagner du temps aussi aux copistes. Et donc, ils vont la récupérer pour créer l'écriture humanistique, qui est l'ancêtre de notre écriture actuelle, parce qu'à l'époque, elle a été reprise par les imprimeurs pour fabriquer leur caractère d'imprimerie. Et donc, c'est l'ancêtre de notre typographie moderne, qu'on appelle l'écriture romaine ou l'écriture italique. Voilà. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est de juste voir comment sont... je vais essayer de vous montrer, je ne suis pas très bonne en dessin, mais je vais essayer de vous montrer comment sont justement écrites, formées les lettres gothiques, puisqu'on reste sur le gothique, étant donné que c'est quand même plus répandu dans notre période. Et donc c'est, comme je vous disais tout à l'heure, une question de jambage. Il y a beaucoup de lettres qui partent d'un jambage. Donc, par exemple, le I, c'est un jambage. À l'époque, il n'y a pas de point et il y a quelquefois des traits, mais c'est très rare, des traits sur le I. Donc ça, c'est un jambage. Par exemple, le I. Si je veux faire un M, je vais faire trois jambages que je vais relier par le haut. Si je veux faire un N, je vais faire 2 jambages que je vais relier par le haut. Si je veux faire un U, je ferai 2 jambages que je vais relier par le bas. Donc, enfin, voilà, par exemple. Pareil pour un H. 2 jambages reliés. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que... et donc cette façon de tracer, ça s'appelle le ductus. Le ductus, c'est le geste du copiste, donc c'est différentes étapes de la formation de la lettre. On a aussi beaucoup de lettres qui sont formées sur la base du O, qui est plutôt un peu ovale.
Et donc avec ce O là, on va faire le B. Avec là, ça fait une petite queue comme ça. On va faire le D. Donc le B qui a sa haste qui part sur la droite et le D sur la gauche. On a également le P, donc pareil. Avec sa hampe, sa queue, voilà, hop. Ainsi de suite. Et alors, ce qui est un petit peu embêtant parfois dans la lecture des textes médiévaux en gothique, c'est qu'on a aussi des lettres interchangeables. C'est-à-dire que le U et le V, c'est la même lettre. Donc parfois, on trouve aussi parfois des V un petit peu plus, un tout petit peu plus marqué comme ça, mais bon, en tous les cas, c'est la même chose. Donc vous verrez écrit couvert avec 2 U à la suite, quoi, par exemple. O-U-U-E-R-T. Bon. Et autre lettres interchangeables, on a le I et le J qui sont également jusqu'au XVIIIe siècle, c'est les mêmes lettres. Donc on a I et J, ce sera pareil. Donc on écrira Marge pour Marie, par exemple. Voilà. On a aussi des lettres qui se ressemblent beaucoup, notamment le C. Le C, c'est une haste, c'est un jambage avec un petit trait droit. Et le T, c'est un jambage avec un petit trait droit. Parce qu'on est dans le gothique et la calligraphie, on ne monte pas trop au-dessus. Donc voilà, donc des fois, comme il y a des copistes un petit peu qui ont la main légère et qui font des petites fioritures, on se retrouve avec des petites choses et bon, on est un peu perdu. Donc il faut lire le mot, il faut essayer de voir si ça fonctionne avec un C ou si ça fonctionne avec un T. Et voilà, on a la solution. On a aussi le S et le F, le fameux S long là, que vous voyez dans la vacarme. C'est un grand jambage, ça c'est un S. Et le F, c'est ça. Alors voilà, donc pareil, on est un petit peu embêté des fois quand on a les ligatures, c'est-à-dire les traits d'écriture avec l'élan de la plume et qu'on a un petit trait comme ça qui passe. Bon. Voilà. C'est super longtemps, ça en plus les S et les F, même dans les manuscrits du XVIIe. Oui, toujours. Enfin, beaucoup de ces problèmes-là, on les retrouve jusqu'au XVIIIe, parce que ça met énormément de temps déjà à s'universaliser l'écriture. Et puis on a aussi les G et les Q qui se ressemblent beaucoup, parce que pareil, on est sur donc un G avec une petite haste et un Q si voilà. Ça dépend un peu de l'élan aussi de la plume, on peut un peu se planter. Voilà. On a aussi des lettres qui varient dans un mot selon à l'endroit selon si elles se trouvent au début, au milieu ou à la fin, en initiale, en médiane ou en finale. Et donc, par exemple, un N, si vous j'écris là, vous voyez? Ou je passe, ouais. Non, ouais. Un N en initiale, il va potentiellement pouvoir être comme ça, parce qu'on va profiter d'avoir un peu d'espace devant. Au centre du mot, il va être comme ça, et puis en finale, il peut être comme ça, et puis même être... Donc voilà, faut pas se focaliser, se dire le N c'est ça, parce que bon, des fois, ça change un petit peu. On a aussi le S qui va parfois être donc comme ceci, hein, un S long, et on a aussi le S rond qui ressemble un petit peu plus à un 8, quoi, qu'on voit aussi souvent. Des fois en finale, des fois un peu... Bon, voilà, donc il faut être habitué à se dire, parce que pour lire les vieux manuscrits, on peut s'aider avec des tables, avec toutes les lettres, mais bon, faut se préparer à se poser quelques questions devant certains mots, quoi. Surtout qu'on a une absence aussi quasi totale de ponctuation et d'accentuation, donc pas d'accent sur les E, le I très rarement de point, et pas de virgule non plus, donc quand on lit, il faut savoir essayer de comprendre le texte pour pouvoir le lire correctement. Et c'est donc pas du tout systématique. On commence à avoir quelques signes de ponctuation qui apparaissent, mais tout doucement. Donc,
Autre difficulté, ce sont les abréviations. Parce que comme effectivement on consomme beaucoup de moutons, hein, il faut réduire les mots aussi pour réduire le texte. Donc là encore, on peut s'aider d'une table d'abréviations, sauf qu'elles sont énormes parce que les abréviations ne sont pas du tout universelles, il y en a des tonnes. Et alors on connaît tous... Vous connaissez tous l'esperluette qu'on a toujours aujourd'hui pour le « et ». Ça. Mais le et, ça peut aussi être un espèce de... Ça ressemble un petit peu à un set, ça fait comme ça, quoi. Ouais. Je sais pas très bien. Voilà. Ça veut dire et, et. Hein. On a aussi le 9 tyrrhonien, qui ressemble à... On l'appelle comme ça parce qu'il ressemble à un 9, et qui vient de Tyron, qui viendrait de Tyron, qui aurait été le secrétaire de Cicéron. Et donc le 9 tyrrhonien, lui, il vaut pour us, je ne dis pas de bêtises, us est con, et donc si par exemple j'écris n au 9 tyrrhonien, ça voudrait dire nous par exemple. Donc on va trouver ça, ça donne, voilà, toutes ces abréviations des fois rendent un texte un petit peu difficile d'accès, mais en fait voilà, si on le sait, voilà. Pareil, on a le P barré. Donc le P barré comme ça, qui vaut pour par ou pair. Donc on aura souvent de par le roi, etc. Alors on aura de par. Voilà par exemple. On a le P barré à l'horizontale. Donc, comme ça. Ah bah oui. Et là, du coup, c'est pas pareil, attention. Ça va être pour pro. Donc, par exemple, on va avoir... si j'écris ça... Voilà. Au profit, par exemple. On a aussi le S barré qui fait pour serre ou ça. Enfin, en fait, on a une quantité astronomique. Les mots qui, à l'époque, leur semblent évidents aussi, à leur époque. Aujourd'hui, un peu moins. On a aussi le tilde. Le tilde, c'est ce trait comme ça qu'on met au-dessus des mots qu'on va abréger. Et donc, par exemple, pour le suffixe ment, on trouvera un M, T, avec un tilde, ça voudra dire ment en fin de phrase, par exemple. Par exemple, si je vous écris cette abréviation assez habituelle, si j'écris ça, ce sera moult. Donc ça, comme il emploie beaucoup le mot moult, on va le voir beaucoup. Si on ne sait pas que c'est moult, et qu'on essaie de se dire qu'est-ce que je peux rajouter comme lettre à droite à gauche pour que ça veut dire quelque chose, on peut passer pas mal de temps. Autres abréviations un petit peu récurrentes, on a notre, NRE. Voilà. Seigneur, SR, toujours la tilde au-dessus qui signale au lecteur qu'il y a une abréviation à trouver. Voilà. On raccourcit aussi beaucoup les prénoms courants. Par exemple, Guillaume, c'est Guy. Hein. Donc, il faut savoir aussi, voilà. Par exemple. Donc voilà, c'est une abréviation qui complique aussi la lecture. On se prépare à lire un texte, on est content, puis ben non, on va devoir aller chercher une table d'abréviation et autres pour appréhender un peu plus facilement ce texte. Et alors, du coup, justement, un peu pour voir si on est capable de... Je vous ai trouvé un petit texte qui parle des chevaliers, parce que donc, ça, c'est donc le jeu des échecs moralisés de Jacques de Sessol. Jacques de Sessol, c'était un prédicateur dominicain
qui donc a écrit cet ouvrage. À l'époque, les jeux d'échecs sont très à la mode, donc tout le monde connaît. Et donc il se sert de description des jeux d'échecs pour faire un but moral, pour essayer de présenter la cité idéale, le royaume idéal, avec le roi, la reine, les devoirs de chacun, pour essayer aller à un but moralisateur. Et donc ça, c'est une des pièces nobles du jeu d'échecs, c'est le chevalier. Et donc il décrit son chevalier. Là, c'est une traduction de Jean Fréron du XIVe siècle. Donc vous voyez que c'est écrit en ancien français, en français du XIVe siècle. Et on voit beaucoup les nombreux jambages. Par exemple, donc, le titre qui est rubriqué en rouge, il est rubriqué parce que rubrico, ça veut dire coloré en rouge. Donc, pareil, là, c'est le rubricateur qui arrive avec l'espace va être laissé et le rubricateur va arriver avec son encre rouge et va faire juste la rubrication. Et donc, on a quand même on a une belle enluminure qui est entourée de feuilles d'or avec des petites feuilles de vigne qui s'en échappent. On a ici un pied de mouche. C'est l'initiale d'un C, le C de capitulum, le chapitre. Parce qu'en fait, comme vous voyez, on gagne de la place, donc il y a pas les paragraphes ne sont pas séparés. Donc ça sert à dire fin du paragraphe, pour souffler un peu, parce qu'il n'y a pas de point. Hein. Donc voilà, et du coup, voilà, on a la petite lettrine qui est donc le L. Et on voit que l'enlumineur a justifié les deux lignes en haut en faisant une petite décoration, parce que tant qu'à faire, ça coûte cher, on va colorier quoi. Donc voilà. Et du coup, alors sur notre titre de chapitre en rouge, on voit par exemple tous les jambages donc, de la forme. Soit on le lit tout de suite, soit on va être obligé de compter le nombre de jambages et se dire est-ce que ça peut être un U, est-ce que ça peut être un U ou un V, est-ce que ça peut être un M, un N. Ah mais très bien, alors ça m'intéresse. Je veux bien si vous avez envie d'essayer de lire Ouais, tu veux? Alors, un volontaire pour faire une première ligne, peut-être. Vas-y. S'il vous plaît. De la forme et état des chevaliers. Très bien. Et de l'ordre de la chevalerie. Très bien. Et donc là, on remarque le S long, mais qui ne dépasse pas trop. Hein. On reste avec le petit T court, tout ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un va faire une ligne? Ouais, vas-y. Le chevalier doit être fait toute arme sur cheval. À qui? Alors, j'ai entendu si. Ouais, c'est pas un A. On dirait un A, mais comme on a beaucoup de chance ici, on a des traits sur les I. Et donc, c'est un si, effectivement. Si qui est. Ouais, avec un Y. Hein. Ou chief. Ouais, en la main d'Estre. Alors on voit qu'il ne s'est pas du tout embêté. Alors il n'a pas le droit de dépasser, mais il a coupé comme ça, bon, d'Estre. Et là donc on tombe sur, je vous ai entouré une abréviation, vous vous souvenez, celle qui ressemble un peu à un 7. Et, voilà. Et ouvert, là pareil, on a les deux U à la suite, il y a un U et un V. D'un écu. Vous débrouillez très bien. Donc il est vêtu d'un haubert. Vous en êtes où? Bravo. Les plates. Les jambières, vous avez trouvé ou pas? Avec le Z du pluriel. C'est les jambières, avec un Z. Écrit avec un E, hein, bien sûr. Les jambières de fer. Le S, c'est une abréviation encore. Est-ce que vous connaissez l'abréviation du S que j'ai entouré? Quand on dit S lettres, par exemple, le grade universitaire. Donc en, sur, dans. Donc les jambières de fer sur les jambes, les gambes. Donc
il n'y avait pas de virgule, hein, faut souffler hein, de temps en temps. Et alors, vous avez vu donc bien l'abréviation c'est pas du maïs, hein. Il y a un petit trait sur le i, et donc le petit trait qui indique qu'il manque une lettre, c'est la lettre N, bien sûr. Cheval bien prêt aux armes. Bien appris, ça veut dire bien entraîné à la guerre. Couvert de parements, voilà, avec sa tenue de lumière, voilà. Ça vient en tout à fait, ouais. Je vais vous la relire parce que c'est vrai que je pense que c'est pas forcément évident, donc donc, de la forme et état des chevaliers et de l'ordre de chevalerie, le chevalier doit être fait tout armé, donc là il n'y a pas de E mais c'est armé, hein, tout armé sur cheval, siki et aume ou chief, lance en la main destre et couvert d'un écu, l'épée et la masse, écrit avec un C, au costé sénestre, vêtu d'un haubert et plate devant la poitrine, jambière de fer et sur les jambes, éperon, ces choses, donc c'est les chaussures, gantelées sur les mains, et il a encore un cheval bien appris aux armes, couvert de parements. Voilà. Donc, bravo à vous. Hein. Bravo à vous. Et du coup, ce jeu des échecs moralisé, comme il était très bien, c'était très à la mode, il a été aussi traduit par un confrère qui s'appelle Jean de Vigné, même époque, 14e siècle. Fin 14e siècle. Et donc là, on est sur une écriture cursive. Hein. On n'est pas calligraphié. C'est du gothique bâtard. Et alors, on se rend compte qu'on n'est plus dans la calligraphie. Donc, c'est un peu délivré, si je puis me permettre, de la calligraphie. Donc, les S, tout d'un coup, bim, on empiète sur la ligne d'en dessous. On voit un abus non dissimulé de bouclettes dans tous les sens. Par exemple, déjà le U de un cheval que j'ai entouré, qui ressemble à un cœur. Le U, au lieu d'être comme ça, il est comme ça, quoi. Et on a le D de 2 que j'ai aussi entouré, sa boucle retombe carrément sur sa panse. On dirait presque un 8 parfois. L'autre lettre que j'ai entourée, c'était le B de jambe, pareil, qui retombe tellement sur l'avant aussi par la droite qu'on dirait un B majuscule en fait, avec les deux panses. La lettre L qui ressemble beaucoup à notre L moderne avec la boucle, c'est plus du tout seulement une barre. Et on a aussi deux abréviations, C avec le O, le tilde du C, ME, ça peut être quoi? On a enlevé une lettre potentiellement, comme. Et puis là, on a en bas le PO avec un R en exposant, pour. Voilà. Bon, après, faut pratiquer et tout. En fait, la paléographie, il faut beaucoup en faire. Moi, je suis même pas du tout paléographe. J'ai suivi des cours à l'école des Chartes. J'ai commencé l'année dernière avec Magali Lacousse et que je continue cette année aussi avec Pierre Couot. Donc je suis en pleine recherche aussi, voilà. Et donc, si ça vous plaît, moi je vous invite franchement à y aller. Il y a des tonnes de bibliothèques numériques qui ont numérisé leur patrimoine de livres. Donc depuis votre canapé, vous pouvez sans problème aller en quelques clics sur la Bibliothèque apostolique Vaticane, la British Library, on peut rêver, quoi. Il y a tous les manuscrits qu'on veut et en accès libre, quoi. Donc voilà. Si jamais je vous ai donné un petit peu envie de vous intéresser à la paléographie, voilà. Merci. Pour les questions, on vous écoute. Ouais.
Moi j'ai une question tout bêtement par rapport à tout début, Oui. aux encres. Oui. Tu disais que les encres, donc, plus elles sont acides, plus elles mangent. Plus elles sont corrosives, ouais. Plus ça détruit. Donc du coup il y avait un juste milieu à attraper ou c'est selon le parchemin? Je pense qu'il y avait un juste milieu à attraper et que tout le monde, quand tu fabriquais ton encre, ouais. Et souvent, ça devient, c'est au bout de quelques années aussi que ça va commencer à ronger. C'est selon aussi la façon dont ça a été conservé, voilà, l'humidité, tout, c'est plusieurs facteurs, quoi, mais il y a des encres plus acides que d'autres. Ouais. Moi, j'ai une question. Quand tu disais qu'au 12e, il y a eu la distinction entre des scriptoriums, Un scriptorium, des scriptoria. entre des scriptoria cléricaux et des scriptoria laïques. Mais du coup, est-ce que les deux, comme là, ils faisaient les cléricaux faisaient que des manuscrits cléricaux et les laïcs faisaient que des manuscrits laïques? Dans les monastères, de toute façon, ils ont toujours plus ou moins fait les ouvrages de médecine, les ouvrages de théologie, les pères de l'Église, tout ça, la copie des manuscrits vraiment importants. Et le dogme et tout. Et du coup, effectivement, eux, ils ne sont pas généralisés dans d'autres types d'écriture, alors que dans les ateliers de copie en ville, on commençait à copier beaucoup plus de choses. Et des choses peut-être un petit peu licencieuses, voilà, des chansons, des choses peut-être moins importantes, parce que bon, comme ça coûte cher dans les abbayes, on ne savait pas forcément... on copiait pas n'importe quoi. Voilà. Question, Céline? Est-ce que par rapport au manque de ponctuation et entre guillemets d'espace, vu qu'à la base on est sur quand même des ouvrages religieux, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation, on ne pourrait pas se la faire par rapport à la litanie en fait, on apprenait éventuellement les prières sur une certaine litanie, est-ce que du coup la ponctuation se faisait pas plus ou moins naturellement au final? Je pense qu'on n'avait pas connu de ponctuation, donc on devait lire les mots, je pense que ça devait venir de soi. Oui, nous, ça nous choque parce qu'on est habitué à la ponctuation, mais je pense que peut-être tu faisais... En fait, je ne sais pas, mais je pense qu'il devait avoir le réflexe en lisant Quand tu lis un autre père, tu as une certaine... Puis je pense que quand il lisait un autre père, à mon avis, c'est des textes comme ça qu'il connaissait, et peut-être, je sais pas, mais je ne sais pas vraiment répondre à ta question avec assurance en tout cas. Ouais. Baptiste. Je voulais vous demander, à travers les différentes polices qu'on a vues avec les époques, combien de temps ça prenait à tout le monde de se mettre à la page, de changer? Est-ce que c'était instruit que à ceux qui faisaient des copies, ou est-ce que tout le monde a changé de police avec le temps? Alors déjà, ça n'a jamais été universalisé, vraiment. Là, moi, j'ai beaucoup parlé pour la France, la Gaule, mais et effectivement, ça concernait que les gens qui copiaient. Tout le monde ne savait pas écrire. Pour les nobles et tout, ils écrivaient d'une manière... Mais donc, il y avait les chancelleries aussi qui écrivaient les actes, les chartes, etc. Mais ça a jamais... Je pense qu'on ne peut pas parler de vraie époque où tout était figé, quoi. Après, c'est vrai qu'avec la réforme de Charlemagne, ça a été un grand coup de... Voilà, mais... il y a toujours eu plein d'écritures, et puis de toute façon, d'une écriture à une autre, on s'inspire plus ou moins de l'écriture d'avant, c'est toujours un peu mouvant. Autre question? Du coup, avec les différents styles d'écriture et la forme, on peut dater et situer localement un manuscrit sans avoir d'introduction qui nous permet de faire, finalement, juste en analysant l'écriture. Si on sait reconnaître, oui, et d'autant plus que, par exemple, sous les Mérovingiens, il y avait le monastère de Luxeuil ou de Corbie qui eux-mêmes ont développé des écritures, des styles d'écriture à eux, quoi. Et donc on peut dire, ah, ça c'est un manuscrit de telle époque de Corbie, par exemple. Quand on a vraiment un œil aguerri et tout, on peut tout à fait, dater les époques, dater les manuscrits. Oui. Moi j'en ai une peut-être. Oui. Est-ce qu'on peut arriver à estimer, plus ou moins, suivant les grattages, suivant les manuscrits qui sont fait bouffer par l'encre, ou suivant les aléas de la vie, la guerre, etc. Est-ce qu'on peut à peu près estimer ce qu'on a perdu par rapport à ce qui nous est parvenu? Ou pas du tout? Je ne peux pas répondre à ta question, non, mais est-ce que c'est littéralement inestimable en fait? Je pense qu'on a perdu énormément de choses parce et encore le parchemin ça se conserve mieux que le papier chiffon ou le papier bois qu'on a aujourd'hui. Et il était utilisé aussi à l'époque. Papier chiffon, ça se généralise au XVIe siècle. C'est des chiffons
écrasé et on fait des feuilles. Donc ça s'est utilisé déjà aussi au XIIIe, mais c'est juste qu'on a vraiment abandonné le parchemin plutôt au XVIe pour le papier chiffon. Et après on a attendu le XIXe pour le papier à base de bois comme on a aujourd'hui, qui lui est bourré de produits chimiques pour le blanchir et qui du coup est très fragile, beaucoup plus fragile que les manuscrits, les parchemins. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Pas du tout. Oui. Quand tu as évoqué tout à l'heure les palimpsestes. Les palimpsestes. Bref, tout à l'heure c'est mieux. Est-ce qu'on arrive par les techniques modernes à retrouver les textes qui ont été grattés? Malgré le fait qu'ils aient été grattés, est-ce qu'on arrive par des méthodes modernes à retrouver le texte initial? Alors je ne sais pas si... Je pense qu'il y a des méthodes pour retrouver, mais des fois on voit en transparence déjà. Mais j'imagine que du coup, ils sont capables d'essayer de voir en transparence. Ouais. Mais des fois, par exemple, il y a des enluminures qui ont été un peu censurées. Par exemple, qui a des représentations trop crues et c'est gratté. Mais comme quand c'est gratté là, on voit quoi. Par exemple. Ça ne va à rien de gratter quoi. Mais voilà. Mais je l'ai vu ça. Je crois pas qu'on aura une meilleure conclusion. Comme promis, Caribou. Salut Caribou. Salut Caribou.